Bonsoir, bienvenue à cette semaine de la pop philosophie qui va commencer de manière très féconde avec Henri Atlan qui nous fait l'honneur d'être là ce soir au Théâtre de la Criée, que nous remercions aussi de son hospitalité. Vous êtes médecin, vous êtes biologiste, vous êtes professeur de biophysique et de physique moléculaire, notamment à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, et vous êtes l'auteur d'une œuvre très abondante. Je citerai simplement, entre autres, Entre l'éclat et la fumée, L'utérus artificiel, bien sûr aussi, et un livre consacré il y a 3 ans aux croyances. Croyances, comment expliquer le monde, qui était paru donc aux éditions Autrement, qui sera peut-être le point de départ de votre conférence. En tout cas, on peut y faire référence, puisque vous développez notamment, Henri Atlan, cette idée très importante qu'en matière de sciences scientifiques, les croyances s'opposent à la rationalité et s'opposent à la connaissance. En revanche, c'est moins vrai dans le champ des sciences humaines, et notamment de la philosophie, où les croyances sont le plus souvent une voie d'accès à l'intelligence du monde. Mais je vais tout de suite me taire, c'est ce que j'ai de mieux à faire dans l'immédiat, et on va écouter votre conférence et on essaiera de dialoguer quelques minutes avec la salle s'il nous reste un peu de temps, cher Henri Atlan. Merci encore d'être là avec nous ce soir. Eh bien, merci pour cette invitation et merci pour votre présentation. Je dois dire que c'est un petit peu gênant parce que je ne vous vois pas. Vous êtes tous dans l'ombre. Voilà. Ah, ben c'est un peu mieux déjà. Voilà. D'accord. Oui, alors, donc je vais tout de suite dissiper un malentendu qui tient à une curiosité linguistique qui concerne le mot de croyance et surtout le verbe croire. Et croyant, quand on vous pose la question est-ce que vous êtes croyant, eh bien, il est toujours sous-entendu que la question concerne la religion. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Bon, c'est en cela. Et la question même, le plus souvent d'ailleurs, ne se pose même pas de préciser de quoi il s'agit. Or, bon, comme on va le voir, c'est un cas tout à fait particulier justement de l'usage du mot croire et du mot croyance, et parce qu'il y a bien d'autres usages de ce mot qui sont peut-être, à mon avis, même beaucoup plus intéressants. Alors, je dois reconnaître quand même que cette espèce de tic de langage qui associe systématiquement croire en Dieu, eh bien, n'est pas également réparti sur toute la planète, puisque, comme disait Cornelius Castoriadis, eh bien, ne peut croire en Dieu que quelqu'un dont la langue contient le mot Dieu. Alors, en fait, donc, il existe évidemment tout un tas d'autres situations où se pose la question, en effet, de croyance et ces enjeux qui tournent en général toujours autour d'une espèce de triangle, donc où on a aux 3 angles, eh bien, la croyance, le savoir et la vérité. Alors, par exemple, est-ce que il est très facile, en tout cas pour moi, de répondre à la question est-ce que vous croyez que la Terre est plate, ou bien est-ce que vous croyez en l'astrologie? Bon, il n'y a pas de difficulté en général pour répondre à cette question. Mais il y a d'autres questions qui sont beaucoup plus difficiles. Par exemple, est-ce que vous croyez en la réincarnation? Est-ce que vous croyez dans la vacuité bouddhiste? Est-ce que vous croyez vraiment au caractère nocif ou non des OGM? Est-ce que vous croyez en la responsabilité ou la participation importante des activités humaines dans les changements climatiques? Et puis, et même, est-ce qu'on peut croire encore aujourd'hui, comme pendant quelques décennies, que l'essence de chaque individu est réduite à son ADN, etc. Or, toutes ces différentes questions eh bien, entraînent en réalité des enjeux différents. Alors, d'abord, avant d'essayer, puisque c'est ça que je vais essayer de faire, donc avant d'essayer de vous proposer une espèce de petit catalogue ou de classification, si vous voulez, de différentes sortes de croyances, je voudrais d'abord citer un double retournement qui me semble nécessaire, retournement par rapport aux idées reçues, et que
nous devons au philosophe et logicien Wittgenstein. Alors, premièrement, la question de la justification des croyances. Donc on pense toujours que si on déclare croire ceci ou cela, ben, on est censé être capable de le justifier. Et Wittgenstein nous montre très simplement qu'il n'y a pas de table rase, c'est-à-dire que nous ne sommes pas devant rien du tout et nous décidons ou pas, enfin nous croyons ceci ou cela et nous devons le justifier. C'est exactement le contraire. Nous naissons tous et nous grandissons surtout tous avec des croyances que nous avons reçues, soit en héritage par le milieu social, la famille, soit par l'école, soit par mimétisme tout simplement. Et la question qui se pose de les justifier se pose en réalité non pas à propos des croyances elles-mêmes, mais à propos de notre mise en doute de ces croyances. Autrement dit, ce qu'il faut présenter, c'est beaucoup plus des raisons de douter que des raisons de croire ceci ou cela. Alors évidemment, eh bien, quand on grandit ou quand on est exposé à un certain nombre d'événements, eh bien, nous sommes conduits tout naturellement à mettre en question précisément un certain nombre de choses que nous croyons, mais dans la plupart des cas, nous vivons avec un certain nombre de croyances qui nous semblent évidentes dans ce sens-là où nous n'avons aucune raison de les mettre en doute. Par exemple, je n'ai aucune raison, même si je n'étais jamais allé à New York, je n'aurais aucune raison de mettre en doute l'existence d'une grande ville qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, etc. Je n'ai pas non plus de raison de mettre en doute que la Terre est ronde et pas plate, alors même que quand on l'observe comme ça de près, elle a l'air plate. Bon, parce que, eh bien, on a appris ça à l'école, etc., quoi. Par contre, donc ce qu'il faut justifier, eh bien, c'est la mise en doute de ces croyances dont nous avons hérité. Et puis, deuxième retournement, alors c'est juste le statut bizarre qui accompagne le mot croire, dont je vous ai dit un petit mot, mais je pense que c'est intéressant de citer purement et simplement ce qu'en dit notre philosophe Wittgenstein. Donc je cite, « La croyance religieuse s'exprime dans des énoncés tout à fait particuliers à propos desquels il n'y a pas de contradiction possible, car elle ne repose pas sur le terrain des faits, sur lequel reposent normalement nos croyances ordinaires de la vie quotidienne. On a affaire à un emploi extraordinaire du mot croire. On parle de croire et dans le même temps, on n'emploie pas croire comme on le fait ordinairement. Et en effet, donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut passer plus de temps quand même à parler des croyances non religieuses que de parler des croyances religieuses. Mais je suis quand même obligé de dire quelques mots sur ces croyances religieuses parce qu'en effet, elles existent. Et c'est donc dans ce contexte-là que je vous propose une espèce de classification en 4 sortes de croyances aux enjeux différents et qui ont, comme on peut dire aussi, des régimes qui se développent suivant des régimes de croyances différents. Alors, première grande division entre croyances dont nous faisons l'expérience dans l'exercice des sciences et de la philosophie, et puis croyances qui ne sont pas justement rattachées à l'exercice des sciences et de la philosophie. Et parmi celles qui ne sont pas rattachées donc aux sciences, eh bien, donc, ce qu'on a l'habitude très globalement de considérer comme des croyances religieuses et que je vous propose eh bien, de diviser en 3 groupes. Un premier groupe, justement, concerne les dogmes religieux eux-mêmes qui reposent sur des professions de foi. Un deuxième groupe concerne des récits historiques ou mythiques qui sont hérités par tel ou tel groupe social pour lequel, avec des rituels qui leur sont associés, ils jouent le rôle de représentation collective et de source d'identité. Enfin, un troisième groupe, toujours englobé, mais de façon abusive à mon avis, dans les manifestations religieuses, un troisième groupe résulte d'expériences qu'on appelle mystiques,
qui sont en fait expériences d'une réalité autre que celle que nous percevons communément à travers nos sens en état de veille. En fait, nous allons voir que ces expériences-là ont beaucoup plus à voir avec la neurophysiologie des états modifiés de conscience qu'avec les phénomènes religieux habituels. Alors si on envisage donc maintenant, pour commencer, ce qu'on appelle véritablement croyances religieuses, c'est-à-dire celles qui reposent sur des actes de foi, eh bien, je crois que nous n'avons à notre disposition que 2 exemples et demi. Et ces 2 exemples et demi, eh bien, en fait, sont constitués par le christianisme sous ses différentes expressions, l'islam et une partie du judaïsme. Alors je veux me référer, si vous voulez, très rapidement à un historien qui s'appelle Philippe Borgeaud, qui a écrit un livre tout à fait remarquable qui est sur l'histoire des religions, dans lequel il analyse l'évolution de l'histoire des religions comme discipline universitaire, et il en fait lui-même cette histoire. Donc voilà ce qu'il écrit. Donc je cite: du côté des historiens des religions, un consensus semble en train de s'établir depuis quelque temps sur le fait que la religion comme catégorie désignant un ensemble de phénomènes homogènes et spécifiques est une invention occidentale, chrétienne et relativement récente. L'histoire des religions ne commence qu'à partir du moment où des religions apparaissent sous le regard du christianisme, puis de l'islam, comme des objets distincts, bien séparés les uns des autres, suggérant la possibilité d'un choix, d'une hérésie. Le christianisme est devenu la vera religio, donc la religion vraie, en s'opposant à l'ensemble polymorphe des cultes, des magies et des croyances de l'Empire romain, en s'opposant tout autant au judaïsme, qui est devenu lui aussi, du même coup, une religion. Alors, autrement dit, là, il fait allusion à l'institution du credo, qui est par saint Augustin, pour distinguer le christianisme des hérésies, et de la religion romaine, évidemment, qui, en fait, comme vous le savez, était une religion beaucoup plus sociale, civique et pratique que théorique et individuelle. Eh bien, après cette institution du credo, l'islam est venu avec la shahada, profession de foi, pour remplacer donc le credo chrétien. Et ce n'est qu'au IXe et XVIIIe siècle, entre, disons, les 9e et 12e siècle, avec Maïmonide, que le judaïsme en milieu musulman a institué lui aussi une profession de foi, qu'on appelle les 13 articles de foi proposés par Maïmonide, que lui voulait justement instituer comme condition d'entrée et d'appartenance au judaïsme, mais ceci n'a pas été accepté comme une obligation et comme une condition d'appartenance. Autrement dit, ce qui caractérise ce phénomène-là, c'est essentiellement une croyance de type énoncé, c'est-à-dire on énonce quelque chose qui exprime ce qu'on est censé croire, et cette énonciation est condition d'entrée dans la religion en question. Le credo pour le christianisme, la shahada pour l'islam, et les articles de foi, comme aurait bien voulu l'imposer Maïmonide, mais sans succès généralisé. En fait, l'historien John Shade, dans son livre sur la religion romaine, justement, qui est intitulé « Quand faire, c'est croire, les rites sacrificiels des Romains », eh bien, John Shade donc, classe le judaïsme biblique et rabbinique parmi ce qu'il appelle les religions ritualistes, avec l'hindouisme, le shintoïsme, le taoïsme, avec ce qu'on appelle aussi la religion animiste, autrefois dite primitive, sans dogme ni croyance, et qui sont donc différentes en cela des religions fondées sur le croire,
ce qui n'empêche pas, et il faut quand même le souligner, que dans ce contexte-là se développent et puissent se développer des théologies et des philosophies au moins implicites ou au contraire très élaborées, mais qui sont développées après coup. Alors ceci nous amène eh bien, à notre deuxième groupe d'expériences dites religieuses, et que je vous propose donc d'exclure enfin, de ce groupe dit religieux, et qui concerne eh bien, des représentations collectives. Alors, en fait, on a affaire, dans ce cas-là, à ce qu'on peut appeler des croyances pratiques, par opposition à des croyances énoncées, où ce qui est important, ce n'est pas tellement la formule, ce n'est pas tellement la phrase, l'énoncé de ce qu'on est censé croire, mais des comportements. Alors ces comportements peuvent être de différentes formes. Il peut s'agir d'attraction, par exemple, par des formes de vie qui favorisent des expériences particulières, esthétiques, mystiques ou autres. Ou ça peut être aussi une forme de vie qui est utilisée comme moyen de survie pour un groupe social dans un contexte géopolitique donné. Je pense par exemple aux Mormons. Ça peut être aussi un héritage traditionnel dans une société donnée de représentation collective sous forme de mythes et de rites qui assurent la stabilité du lien social. Mais dans tous les cas, donc comme le disait John Shade, le faire précède l'énoncé. Le rituel traditionnel précède sa rationalisation dans le mythe. Et c'est en ça qu'on a affaire donc à des croyances donc dites pratiques, et avec aussi parfois un élément assez intéressant qui est la croyance sur le mode du comme si. Puisque comme ce qui est important, c'est le comportement, et que les justifications de ces comportements ne viennent pas du tout des mythes et des récits qui les accompagnent, comme Durkheim d'ailleurs lui-même l'avait souligné, à savoir que le rituel précède les récits mythiques qui viennent, et non pas le contraire. Eh bien, il peut arriver que donc, le comportement témoigne d'un certain type de croyance, mais que, en fait, si on pose la question à celui ou à celle dont il s'agit, qui est le support de ce comportement interprétatif, eh bien non, non, pas du tout. Un exemple qui est extrêmement simple, qui d'ailleurs qui n'appartient pas à ce mode-là, mais qui appartient plutôt au mode philosophique, c'est la croyance ou non-croyance au libre arbitre. C'est-à-dire que, bon, si vous faites partie, comme c'est mon cas, de ceux qui croient au déterminisme absolu et qui pensent donc que le libre arbitre eh bien, est une illusion que nous sommes forcés d'avoir parce que nous ne connaissons pas les causes qui nous poussent à choisir ceci plutôt que cela, ben, ceci n'empêche pas que dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à des situations où nous choisissons comme si nous étions libres justement de choisir, même si nous pensons que ça n'est que du comme si. Alors, le troisième groupe, ou sous-groupe si vous voulez, concerne des expériences, en réalité qui sont, comme je vous l'ai dit en commençant, des expériences d'état modifié de conscience, mais qu'on a pris l'habitude de rattacher à ce qu'on appelle des expériences mystiques. En réalité, il s'agit donc de modifications de l'état de conscience tels que ceux qu'on observe par exemple dans les rêves, mais qui jouent un rôle civilisationnel et culturel dans certaines circonstances. Et je crois que la façon la plus simple, parce qu'il faut quand même que je respecte l'horaire, la façon la plus simple de vous en dire quelques mots est de vous référer à un livre tout à fait extraordinaire écrit
ou coécrit par un chaman d'Amazonie qui s'appelle David Kopenawa, coécrit avec un ethnologue français, Bruce Albert, qui a fréquenté le peuple de ce chaman et vécu avec eux pendant plus d'une trentaine d'années, et qui a recueilli l'autobiographie de ce chaman. Ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce livre, c'est que, contrairement à la plupart des livres d'ethnologie de ce type, il ne s'agit pas d'un récit effectué par un ethnologue sur la base de renseignements qu'il aurait récoltés sur le terrain, mais c'est un récit directement du chaman lui-même à propos de sa vie, et sa vie à la fois politique, sociale, et aussi évidemment intellectuelle et pratique. Alors je dis politique sociale parce que évidemment il a été très 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 fortement impliqué dans les problèmes qui ont failli conduire à l'extermination de son peuple. L'extermination qui a accompagné, comme vous le savez, très souvent la politique de déforestation et d'expulsion des populations autochtones d'Amazonie. Alors, ce qui est aussi tout à fait remarquable dans ce livre, c'est le fait qu'il ne se passe pratiquement pas plus de 10 pages dans ce livre, qui est très gros, de 500 pages à peu près, sans que l'auteur, puisque l'auteur est le chaman lui-même, nous rappelle que ce qu'il dit, il le dit après avoir été sous l'effet d'un breuvage hallucinogène qu'il appelle la yakoana. Donc après avoir bu de la yakoana, alors voilà que le monde des esprits se dévoile à lui, et ces esprits, il les voit danser, et ces esprits évidemment lui parlent. Et là, en réalité, ce qu'il apprend dans ses expériences, ce n'est pas seulement, si vous voulez, une espèce d'état délirant, c'est aussi tout un tas de ponts qui sont jetés sur la tradition enseignée par ailleurs de génération en génération dans son peuple. Autrement dit, ça ressemble assez fortement au Dreamland des aborigènes d'Australie, si vous voulez, où le monde du rêve sert aussi à organiser la société, à faire le partage des terres, etc. Alors, évidemment, pour lui, cette expérience-là a coïncidé, elle s'est superposée à l'ouverture au monde occidental, qui venait en réalité, qui allait aboutir à l'extermination de son peuple, tout simplement par la mise en contact direct avec la civilisation technique, et aussi accompagnée elle-même par l'enseignement des missions chrétiennes qui correspondaient aussi à ce qu'on considérait comme étant l'apport de la civilisation. Et lui a donc subi ce choc des cultures, en quelque sorte, entre donc sa culture chamanique et la culture occidentale, avec l'obligation, d'une certaine façon, de trouver le moyen d'établir un pont entre ces deux cultures, alors qu'a priori, il semblerait que c'est impossible. Alors bien sûr, cette histoire de convergence ou de rencontre, parfois violente, donc, entre deux cultures, indépendamment de ses aspects sociaux et politiques, elle est très instructive aussi pour le sujet qui nous concerne ici, des croyances et des savoirs. Alors en effet, parce que le chaman Kopenawa, lui, il sait très bien que les esprits qui dansent devant lui et qui lui parlent font partie d'un autre monde, d'une autre réalité que celle de tout le monde, si on peut dire, c'est-à-dire l'expérience habituelle, au moins dans la vie éveillée, qui est aussi sa propre expérience, mais qui du coup est nourrie par la civilisation occidentale et tout ce qui l'amène. Alors en fait, il reçoit et interprète les messages de ces esprits dans le cadre de la cosmogonie, donc avec les anthropologues, nous sommes forcés d'appeler donc les mythes d'origine,
et les règles d'organisation sociale de son peuple, qui sont transmises évidemment par tradition orale et adaptées de génération en génération au changement éventuel de ses conditions d'existence. Et c'est évidemment ce qu'il fait, lui, en adaptant ses enseignements traditionnels à la situation politique et aux prédictions catastrophiques annoncées justement dans sa propre tradition comme étant ce qu'il appelle la chute du ciel, qui est expression qui a donné le titre du livre qu'il a publié. Mais d'un autre côté, sa croyance en la vérité des contenus de cette tradition et sa relation au réel, elle n'est évidemment pas la même que celle qu'il a en vérité de ce qu'il a appris, malgré lui peut-être, au contact de cette civilisation occidentale. Mais alors, à ce sujet-là, bon, je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais quand même une petite anecdote qui est assez amusante pour montrer comment il a joué un petit peu avec ces deux cultures. Il explique à un moment donné que ce qu'on lui a appris à la mission en théologie, donc dans le catéchisme, sur l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, eh bien, donc, dont lui ont parlé les missionnaires, ben, finalement, c'est bien possible, après tout, que ce soit vrai. Mais lui, dit-il, il n'a jamais pu les voir. Au contraire, il lui suffit de boire la Yokohama, et à ce moment-là, il voit aussitôt les esprits qui viennent danser et qui lui parlent. Alors, donc voilà un exemple, autrement dit, eh bien, d'une illustration de la façon dont des régimes différents de croyances peuvent coexister, éventuellement même chez une personne ou même dans une même culture, qui se met à réunir deux cultures différentes. Bon, alors, j'en arrive maintenant à la question des croyances scientifiques, parce que ce n'est pas seulement en philosophie et dans les sciences humaines, mais aussi dans les sciences de la nature, eh bien, les croyances jouent un rôle très important et en réalité jouent un rôle différent à deux niveaux d'exercice, si on peut dire, de la recherche scientifique. D'abord, avant, c'est-à-dire au niveau des hypothèses. Quand on fait une hypothèse, eh bien, ça veut dire qu'on y croit un peu quand même, parce que sinon, ben, on ne dépenserait pas d'efforts, sans parler de l'argent et du temps, pour essayer de l'établir, ou même éventuellement de la réfuter. Donc, il faut qu'on y croie un petit peu, mais on sait bien que ça n'est qu'une hypothèse, et donc nous ne pensons pas que c'est vrai. Autrement dit, c'est un mode un peu différent de cette croyance sur le mode du comme si dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, je fais comme si c'est vrai, mais je sais bien que ce n'est pas encore vrai, ou peut-être pas, ou peut-être faux. Et justement, c'est ça tout le problème. Et puis, après, au moment des découvertes, alors là aussi se pose un problème, mais qui n'est pas le même, mais qui est un problème aussi de croyance à propos des interprétations de ces découvertes. C'est-à-dire que, bon, très souvent, on a affaire à des découvertes très, très importantes, très spectaculaires, et on est tout de suite tenté de les extrapoler, de faire des généralisations à des théories et c'est à propos desquelles, justement, il est important de garder un esprit critique, et d'autant plus critique qu'on est soi-même l'auteur de ces découvertes. En plus, il y a maintenant... bon, je voudrais très rapidement vous citer un petit exemple que nous avons connu, c'est-à-dire quand je dis « nous », ça veut dire qui avons vécu les révolutions biologiques du XXe siècle. Eh bien, il a fallu quand même quelques décennies pour que on réalise que l'ADN, dont on avait découvert non seulement l'existence, mais surtout la structure et la fonction, à la fois de support des gènes, eh bien, découverte tout à fait extraordinaire, en effet, eh bien, que cette découverte avait conduit à une exagération métaphorique, si vous voulez, de son rôle, en considérant que tout était écrit dans cette molécule sous la forme d'un programme, comme un programme d'ordinateur, ou l'essence même de l'individu, pour ne pas parler d'ailleurs
ce qui est assez comique actuellement, de l'essence de n'importe quoi, d'une équipe de football, d'une entreprise, d'une nation, d'un parti politique, etc. Ce qui est d'autant plus comique qu'actuellement, justement, pour les biologistes, c'est déjà passé. Et on considère évidemment que c'est très important, mais qu'il y a aussi l'autre chose dont il faut tenir compte, à savoir des mécanismes de régulation de l'activité des ADN qui, eux, évidemment, ne sont pas dans les ADN, etc. Bon, alors, autrement dit, cet ADN fétichisé, en effet, ça a été un phénomène qui a dominé quand même pas mal, au moins quelques décennies. Et maintenant, on rencontre de nouveaux problèmes avec le développement de ce qu'on appelle les sciences de la complexité, en réalité, qui profitent des avancées de l'informatique pour faire des modèles de systèmes complexes auxquels on n'avait pas accès autrefois parce que justement ils étaient trop complexes. Et là, il faut savoir donc, que ces modèles posent des problèmes aussi dans la mesure où très souvent on a affaire à ce qu'on appelle une sous-détermination des modèles par les observations, c'est-à-dire qu'un même modèle, plusieurs modèles différents peuvent être capables de rendre compte et d'expliquer les observations dont on dispose, sans qu'on puisse considérer que l'un de ces modèles est plus vrai ou meilleur que les autres, ce qui implique, alors même qu'ils reposent sur des hypothèses différentes et qu'éventuellement ils peuvent donner lieu à des prédictions aussi différentes. Alors ceci est très ennuyeux. Déjà, dans des sciences comme la biologie, eh bien, on sait quoi faire avec ces modèles, on sait qu'il ne faut pas y croire nécessairement, et avant d'essayer de trouver des dispositifs expérimentaux pour voir si on peut les réfuter ou les confirmer dans la mesure du possible. Par contre, ça devient très grave quand il s'agit de systèmes naturels ou même humains sur lesquels on ne peut pas faire d'expérience. Et je pense évidemment au climat, et je pense aussi à l'économie, où on a affaire à des modèles qui sont nécessairement très sous-déterminés, tout simplement parce que justement ils sont très complexes et que nous n'avons jamais assez d'observations pour pouvoir trancher entre un modèle et un autre. Ce qui explique évidemment les échecs répétés des prédictions qui sont faites à partir de certains de ces modèles. Ceci dit, quand même, eh bien, il faut quand même observer qu'il existe des différences entre ce statut ou ces régimes de croyances qu'on observe dans la pratique des sciences et puis les autres sortes de croyances dont j'ai commencé à parler d'abord. Je crois qu'on peut trouver au moins deux différences importantes. La première est que l'exercice des sciences a contribué à fabriquer, si j'ose dire, pour la première fois, alors peut-être pas la première fois, mais enfin à l'échelle quand même de toute la planète, je crois que c'est pour la première fois, une langue universelle. C'est-à-dire que, comme vous savez, eh bien, il y a eu plusieurs essais d'établir une langue universelle qui n'ont jamais réussi. Et voilà que les congrès scientifiques internationaux eh bien, voient des gens qui viennent de tous les pays, de toutes les civilisations présentes sur la planète et parler une même langue et se comprendre plus ou moins. Alors bien sûr, cette langue, c'est le Basic English. Alors évidemment, ça n'est pas la langue de Shakespeare. C'est une espèce d'anglais extrêmement pauvre, mais qui permet quand même donc cette communication. Et je pense que c'est important de réaliser cela parce que on ne dispose pas tous les jours d'une langue universelle. Évidemment, la faiblesse de cette langue universelle, c'est en effet sa pauvreté, et c'est la raison pour laquelle il est très important de conserver la diversité des langues. Je suppose que l'orateur qui va me suivre aura la possibilité d'insister sur cet aspect. L'orateur qui va vous suivre, c'est Claude Agege, pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le programme. Donc, il aura sûrement même l'occasion d'insister sur ce point. Mais bon, il est quand même de fait que c'est toujours très impressionnant de voir des gens, eh bien, comme s'ils mettaient de côté un petit peu leur culture et leur civilisation qui passent nécessairement à travers leur propre langue pour se soumettre à cette espèce de
communication universelle. Et puis surtout, alors il y a, au niveau peut-être plus profond, une différence essentielle entre ces croyances telles qu'elles fonctionnent dans la pratique des sciences avec les autres, c'est la fonction justement de la croyance. Et là, à ce propos-là, on doit distinguer deux grandes sortes de fonctions, si vous voulez. Pour certains, croire en quelque chose constitue un repos de l'esprit, c'est-à-dire une satisfaction, on se repose sur ce que l'on croit sans trop chercher plus loin. Au contraire, dans la pratique des sciences et aussi de la philosophie, eh bien, les différentes croyances servent à la mise en mouvement de la pensée. C'est une voie d'accès au doute, même, hein, pour quelqu'un comme vous, visiblement. Pas seulement comme moi. Je veux dire, en effet. Vous pouviez parler à partir de votre expérience personnelle, même. Oui. Ben, en effet, c'est-à-dire que quand on croit. Mais ça, bon, on a dit un petit mot à propos des hypothèses, mais en fait, quand on croit quelque chose, eh bien, on sait bien que si c'est scientifique, normalement, on devrait être très méfiant, puisque les progrès des sciences consistent régulièrement en la mise en question des théories, d'autant plus qu'elles sont générales, et par soit leur modification, soit leur remplacement, etc. Alors, avant de terminer, eh bien, je voudrais quand même insister sur un phénomène relativement nouveau et qui se trouve développé de façon incommensurable, on peut dire, par un phénomène qui s'est développé pendant le cours du XXe siècle, qui a commencé au début du XXe siècle et qui est en train d'exploser sous nos yeux actuellement. Il s'agit tout simplement de l'explosion des techniques de communication. Alors il faut savoir que la communication est l'héritière de la propagande. Alors on croit d'habitude que la propagande a été inventée par Goebbels et son ministère du même nom pour le régime nazi. Eh bien c'est faux. Tout a commencé au début du XXe siècle dans la grande démocratie américaine, avec la diffusion d'un livre, un autre livre tout à fait extraordinaire, mais évidemment beaucoup moins jouissif, si j'ose dire, que celui de Schopenhauer, dont le titre est « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie ». L'auteur de ce livre est Edward Bernays, qui était un journaliste, neveu de Freud, émigré aux États-Unis dans son enfance, et qui a publié ce livre en 1928, après avoir été témoin de la manipulation de l'opinion publique effectuée par le gouvernement américain à l'époque, donc qui avait décidé, qui voulait convaincre l'opinion publique américaine de la nécessité d'entrer en guerre, c'est-à-dire d'entrer au moment de la guerre de 14, et alors que l'opinion américaine n'était pas du tout convaincue que c'était nécessaire. Eh bien, en tirant les leçons de cette manipulation, Bernays inventait dans ce livre les métiers des relations publiques, du marketing, du lobbying, qui sont devenus maintenant conseils en communication, en décrivant dans le détail la plupart des moyens utilisés par la suite pour convaincre un public de façon douce, par des méthodes devenues banales aujourd'hui de conditionnement de l'opinion, pour faire acheter quelque chose, que ce soit un produit industriel et commercial, ou bien une idée, ou bien un programme politique, ou bien l'élection d'un gouverneur, ou du président, etc. On peut lire dans ce livre un mélange de cynisme et de fausse naïveté morale qui est tout à fait extraordinaire. On y apprend que le mot de propagande fut inventé par l'Église au XVIIe siècle à partir du latin propagere, c'est-à-dire propager, par la congrégation des propaganda fide, c'est-à-dire donc la congrégation pour la propagation de la foi. Mais pour Bernays, il doit s'agir là maintenant d'un métier et il faut être professionnel et efficace. D'où la nécessité pour le spécialiste de connaître et utiliser tous les leviers que les sciences humaines peuvent mettre à sa disposition, y compris évidemment celle de l'inconscient et de son oncle Freud.
En particulier, au lieu d'essayer de convaincre frontalement leur public cible de la valeur de ce qu'ils veulent lui vendre, alors je cite, donc il nous dit « Les nouveaux responsables commerciaux savent qu'il est possible, en s'adressant aux hommes qui composent les masses par le biais de leur formation collective, de susciter des courants émotionnels et psychologiques qui travailleront pour eux. Au lieu de s'attaquer de front aux résistances des acheteurs, ils cherchent à les supprimer. À cet effet, ils créent les circonstances qui, en canalisant les courants émotionnels, vont produire la demande. » Voilà, c'était en 1928. Et aujourd'hui, ce qui était nouveau est, comme vous le savez, devenu une banalité. Et c'est ce qu'une enquête par 2 auteurs américains publiée en 2004 a appelé l'industrie du mensonge, lobbying, communication, publicité et médias. Les choses, maintenant, par la télévision, Internet, les réseaux sociaux, associés au sondage d'opinion, eh bien, on fait que l'émotion mondiale est devenue maintenant l'un des ingrédients les plus efficaces pour ce qu'on peut appeler une auto-manipulation de l'opinion publique par elle-même, nationale et internationale. Et les choses sont encore plus compliquées car l'usage de demi-vérités dans le mensonge généralisé n'est évidemment pas la simple généralisation de ce qui est contraire à la vérité. C'est-à-dire que ce serait trop simple. Si chaque fois il ne s'agissait que de mensonges, ce serait trop simple. C'est pour ça que maintenant, la publicité, si j'ose dire, qui est faite pour la pratique de ce qu'on appelle la post-vérité ou bien des fake news, eh bien, se mord la queue, si j'ose dire, parce que tout le monde est pris dans ce système de post-vérité et de fake news. C'est-à-dire que c'est trop facile d'accuser un camp de manipuler les fake news, alors que soi-même, on est emporté par un autre camp qui lui-même aussi fabrique des fake news pour condamner les autres. D'ailleurs, les experts de ce genre d'opération, c'est-à-dire les experts en technique de communication, ont inventé une spécialité qu'ils appellent le spin, et qui consiste à retourner l'argument publicitaire de l'adversaire contre lui, et eux-mêmes se qualifient de spin doctors. En fait, ce mensonge généralisé est en fait la généralisation du paradoxe du menteur. Si vous voulez, c'est comme si on se trouvait sans arrêt devant quelqu'un qui nous dit « Eh bien, je suis menteur, donc comment le croire et comment ne pas le croire ?» Bon, ben écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, tout simplement en essayant de citer 2 proverbes, si l'on peut dire, qui peuvent permettre non pas de se sortir de ce magma, mais d'essayer peut-être de vous poser quelques questions. Absolument, d'y trouver quelques chemins. Or, d'une part, eh bien, quand même, un mathématicien, Poincaré, qui, au XIXe siècle, disait « douter de tout ou tout croire » sont 2 solutions également commodes. L'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Et en effet, c'est-à-dire qu'il faut trouver une espèce de milieu, de chemin du milieu, entre un dogmatisme ou au contraire un scepticisme ou un relativisme débridé, si vous voulez, qui aboutit aussi aux excès des théories du complot, dans lesquelles un certain nombre d'intellectuels tombent, d'autant plus qu'ils veulent se référer à des sciences, tout simplement en oubliant que, justement, l'esprit critique en chemin, et en tombant dans une espèce de pensée magique où on refuse catégoriquement que des événements puissent comporter des parts de hasard. Il faut absolument trouver la cause d'un événement, même si ça n'est qu'une cause partielle et accidentelle, mais non. Et enfin, eh bien, le livre des prophètes nous dit « Le sot croira n'importe quoi, l'avisé comprendra vers quoi il met son pied ». Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Henri Atlan.
À la suite de cette typologie des différents régimes de croyances, je pense que chacun d'entre nous a les idées plus claires et on va essayer d'être avisé dans nos questions. Une première question, mais je pense qu'on va les rassembler vu que l'heure tourne. Que c'est moi qui vous la pose en fait. C'est comment vous articulez le conspirationnisme auquel vous avez fait allusion à l'instant avec les régimes de croyances contemporains. Et est-ce que d'une certaine manière, Bernays, dans cette étude que vous citiez, n'a pas sous-estimé le fait que les manipulations ne viendraient pas que de l'État, mais viendraient aussi des opinions. Et est-ce que, de ce point de vue-là, il n'y a pas une insuffisance de son analyse? Mais on va rassembler cette question avec d'autres, et je pense que le micro circule dans les travées, et on va essayer de prendre un tour de questions. Alors, si vous avez le micro, bonjour, allez-y. Présentez-vous très succinctement, et vraiment pour de courtes questions. Voilà, j'insiste, des questions, pas des commentaires, des questions. Oui. D'abord, merci. Je voudrais revenir avec vous sur la croche qui figurait dans l'annonce de cette première soirée, qui était « Le sot croira n'importe quoi ». Je voudrais revenir avec vous sur... Je me suis demandé qu'est-ce que recouvrait le n'importe quoi et qui était le sot. Est-ce que c'est celui qui a voté Trump? Est-ce que c'est celui qui croit au vaccin? Est-ce que c'est celui qui croit au libre arbitre? Je voulais avoir votre avis. Merci. Merci beaucoup. Il va vous faire une typologie des sots. On va prendre d'autres questions. Je vous laisse passer le micro, s'il vous plaît. Oui, c'est très court. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'usage et du statut de la mauvaise foi, non pas sous son jugement moral, mais comme technique, y compris pour se tromper soi-même, parce que je pense qu'on avance beaucoup de choses en faisant semblant d'y croire, parce que c'est plus percutant, entre autres, contre l'adversaire, mais on n'est pas forcément convaincu soi-même. Merci beaucoup, monsieur. On en prend encore une ou deux? Allez, on en prend encore une. Oui, je voudrais savoir pourquoi vous êtes déterministe, parce que c'était le drame d'Einstein qui était déterministe. Vous savez, l'univers statique, premièrement, et deuxièmement, dans l'évolution, comme vous êtes un biologiste, il n'y a pas de déterminisme, on est le fruit du hasard. Alors ça m'étonne énormément, et même en biologie, tout ça, il n'y a aucun déterministe. La mécanique quantique n'est pas déterministe, il s'est fait avoir par aspect, il est reparti la queue basse, Einstein. Alors je veux savoir pourquoi vous êtes déterministe. Il va vous répondre. Merci beaucoup. Alors on arrête là les questions pour l'instant et Henri Atlan va répondre à ce premier tour de questions. Alors, eh bien, mon cher Alexis, les dérives qui viennent pas seulement des États mais de l'opinion, bien sûr, c'est évident. Et déjà, Platon lui-même faisait la distinction, comme vous le savez, entre l'épistémé, c'est-à-dire le savoir, et puis la doxa, qui est elle-même croyance ou opinion. Et croyance, opinion, elle peut être vraie, mais elle peut ne pas l'être. Elle a donc déjà au départ un statut différent du savoir. Bien que on puisse se tromper aussi en croyant savoir. Donc l'opinion est le lieu par excellence, justement, où ces croyances se heurtent les unes aux autres et où ce qui est le plus important, apparemment, à mon avis, ce n'est pas tellement les énoncés que les comportements. D'ailleurs, une petite remarque en passant, la pratique, les différentes cultures dont j'ai essayé de dire quelques mots se rencontrent nécessairement, c'est-à-dire culture scientifique et culture non scientifique, se rencontrent nécessairement actuellement dans les problèmes d'éthique des sciences. Puisque là, on est bien obligé de faire appel à quelque chose d'extérieur aux sciences pour essayer de définir des positions communes sur quoi faire avec telle ou telle application technique, par exemple. Et là, eh bien, on observe un phénomène tout à fait extraordinaire, qui ressemble d'ailleurs à la sous-détermination des modèles, mais qui est dans la pratique de l'argumentation. Il est beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur un comportement, sur le jugement moral ou légal, si vous voulez, d'un comportement, que sur les motivations qui vont vous conduire à cette conclusion. Pour des raisons assez simples, c'est que le nombre plus on a affaire à un comportement très particulier,
et plus le nombre d'options est limité. On va dire oui, il faut le faire, non, il ne faut pas le faire, ou il faut le faire dans telle ou telle circonstance. Alors que le nombre de visions du monde qui vont vous conduire à cette conclusion-là est beaucoup plus large, d'où la possibilité de se mettre d'accord finalement, même si on n'est pas d'accord, sur les raisons pour lesquelles nous sommes d'accord. Bon, alors... Vous aviez la question sur la sottise, parce que la dame attend visiblement alors, le saut, oui. un réconfort aussi, alors, peut-être. Est-ce que le saut, c'est celui qui vote pour Trump, celui qui croit au libre arbitre ou... Alors, enfin, la façon que j'ai, moi, de comprendre ce proverbe, eh bien, c'est de dire que le n'importe quoi en question, c'est précisément n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on doit trouver des sauts aussi bien chez ceux qui votent Trump que ceux qui votent contre lui. On va trouver des sauts aussi bien chez ceux qui croient au libre arbitre que ceux qui n'y croient pas, etc., etc. Autrement dit, le saut, c'est celui qui croit n'importe quoi, en tant que c'est n'importe quoi, pas à ses yeux, parce qu'à ses yeux, il croit qu'il est capable de justifier sa croyance. Mais en réalité, comme il est un petit peu débile, eh bien, il se trompe, quoi. Voilà. Donc, alors, bon, on n'y peut rien. Mais c'est ça, en fait, qui constitue l'opinion. Le statut... Attendez voir. Oui, alors le statut de la mauvaise foi, eh bien oui, en effet, il y a un glissement possible entre les croyances sur le mode du comme si, dont j'ai dit quelques mots, et la mauvaise foi. Mais on peut corriger, si on veut, autant que possible, cette mauvaise foi en prenant conscience, justement, que c'est une croyance sur le mode du comme si. Et qu'on est obligé, en quelque sorte, de le faire pour telle ou telle ou telle raison, valable ou pas valable, ça c'est encore une autre question. Enfin, le monsieur qui m'a interpellé sur le déterminisme et le hasard, oui, en effet, bon, il se trouve que dans mes travaux de biologiste, eh bien, j'ai donné un rôle très important au hasard, dans les mécanismes, pas seulement de l'évolution, mais aussi du développement. Mais par rapport au hasard, il y a deux attitudes possibles. L'une qui est, à propos desquelles, justement, je ne crois pas qu'il soit possible de trancher. Et donc, ces deux attitudes possibles sont, d'une part, considérer que le hasard est un fait ontologique, c'est-à-dire que c'est un hasard fondamental qui est dans la réalité des choses. Et l'autre attitude consiste à dire non, le hasard est un hasard dû à notre ignorance des déterminismes. Alors je sais que certains pensent que trouver dans la mécanique quantique un argument décisif pour justement un hasard intrinsèque, un hasard ontologique, quelque chose, bon, moi je ne suis pas du tout persuadé par cela et je ne suis pas le seul. D'autres physiciens, eux-mêmes physiciens quantiques eux-mêmes, ne partagent pas nécessairement cette position. Et justement, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se passer d'équations probabilistes qu'on a affaire nécessairement à un hasard intrinsèque. Merci beaucoup. Alors, on a encore 3 minutes. On va peut-être prendre une question supplémentaire. On ne pourra pas en prendre d'autres. Je suis confus. Voilà. Allez-y. Si vous avez le micro, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc moi, c'est une question par rapport aux émotions qui ont été évoquées et qui font qu'il y a une auto-manipulation. Et, je voulais savoir, est-ce que les croyances, elles sont nécessairement à mettre en relief par rapport aux émotions? Est-ce que sans émotion, il n'y aurait pas de croyance, en fait? Oui, en effet, oui. Bon, ça, je vous remercie pour cette remarque, parce que, bon, si vous voulez, bon, il y a tout un chapitre que j'ai laissé de côté ce soir, c'est l'origine des croyances. Qu'est-ce qui les détermine? Pourquoi est-ce que nous croyons ceci plutôt que autre? Et alors là, vous avez parfaitement raison, les émotions jouent un rôle déterminant. Et c'est à ce propos d'ailleurs qu'on peut envisager des mécanismes de détermination des croyances par les émotions elles-mêmes étant déterminées. Pour ceux que ça intéresse, je vous réfère à l'œuvre fondatrice de Spinoza dans son œuvre L'éthique, notamment sur sa théorie des émotions. Merci beaucoup. Henri Atlan, il nous reste à vous remercier et à vous féliciter
pour cette conférence introductive. C'était bien d'ailleurs que Jacques Serrano et ses équipes l'aient programmé en ouverture de cette semaine, puisque grâce à vous, on a quand même une typologie à l'esprit qui désormais permet de distinguer les croyances des superstitions, les croyances des connaissances, et puis aussi de penser leur imbrication. Et je ne saurais trop recommander à ceux qui ne l'auraient pas déjà fait la lecture de votre livre, enfin le livre sur lequel s'appuie cette conférence, qui est Croyances, paru aux éditions Autrement. Croyances au pluriel, bien sûr, hein, aux éditions Autrement. Livre que vous allez d'ailleurs dédicacer dans quelques instants, je crois. Voilà, vous n'étiez pas au courant. Mais information à vérifier quand même. Hein. Merci à tous. Et on va enchaîner dans 3 minutes avec la conférence suivante qui est présentée par Claude Agege du Collège de France. Merci.